Si Louis II plébiscite les solutions techniques modernes qui lui permettent de réaliser ses visions, il souhaite également pour son château le confort le plus avancé qu'on puisse trouver. Louis II est vraiment allé chercher tout ce qu'il désirait, y compris quand il s'agit des techniques de construction. Il utilise la technologie de l'acier la plus récente, ainsi que les murs les plus épais qu'on pouvait imaginer à l'époque. Mais il ne s'arrête pas à ce degré de technologie. Ça va être un château, certes, mais ça va être un château de pointe, avec un interphone par exemple. Il va y avoir tout ce qu'il peut imaginer ou lui passer par l'esprit. Pas d'invention ou d'innovation sur ces installations dernier cri. En revanche, elles sont toutes présentes. Tous les étages du palace, les appartements royaux, disposent de l'eau courante et de l'électricité. Les toilettes ont des chasses d'eau automatiques. Au 3e et au 4e étage, on trouve des branchements téléphoniques. Et il y a même un système d'interphone électrique grâce auquel le roi appelait ses domestiques. Les repas ne sont pas montés par les escaliers, mais par un monte-charge. Les appartements royaux sont chauffés par un système à air chaud, un calorifère, l'ancêtre du chauffage central. On trouve une pièce qui sert de chaudière pour chauffer l'air, qui remonte ensuite dans les étages grâce à ces conduits. C'est un système d'air chaud qui est alimenté depuis la cave et qui permet d'éviter qu'il y ait une odeur de poêle dans les pièces, ou de la suie, ou de la saleté. C'est donc un confort en plus. À côté de la chaudière, une autre pièce dédiée à chauffer l'eau, à l'origine prévue pour une future salle de bain qui ne sera jamais construite, et pour fournir de l'eau chaude dans la cuisine. Cette dernière est également un concentré de toutes les innovations techniques de son temps. On y trouve des fours à broche et un four à grillade intégré avec un dispositif pour chauffer les assiettes et un système de hotte. Et bien sûr, cette profusion ne va pas sans conséquences. Le chantier coûte extrêmement cher. Louis II finance principalement sur ses fonds personnels, mais il doit rapidement contracter des prêts, d'autant qu'il lance en parallèle d'autres projets de construction. Le financement initial de Neuschwanstein s'élève à un peu plus de 3 millions de marks. Du temps de Louis II, le chantier coûtera au final le double, plus de 6 millions de marks, soit l'équivalent de 40 millions d'euros aujourd'hui. En 1886, l'ensemble des dettes du roi est colossal, près de 14 millions de marks. Lorsque ses créditeurs préviennent qu'ils vont saisir ses châteaux, Louis II aurait même menacé de se suicider. Les relations entre le roi et le gouvernement de Bavière se dégradent, d'autant que le roi finance aussi largement l'œuvre de Wagner, qui est mal perçue par la population. Il s'est de plus en plus éloigné de son peuple. Et les missions dites de représentation, qu'un roi se doit normalement d'effectuer, comme par exemple participer à des fêtes ou organiser des réceptions, il y en a eu de moins en moins, et même plus du tout dans la dernière année de sa vie. Les aménagements intérieurs de Neuschwanstein reflètent le besoin de solitude de Louis II. Au fur et à mesure des années, les pièces de réception sont abandonnées ou simplement jamais aménagées. Le château n'aurait jamais pu, par exemple, accueillir toute la cour royale. Seulement Louis II et ses domestiques. Ainsi, ce plan du 3e étage dessiné par le premier architecte Édouard Riedel à la fin de l'année 1868 intègre, en plus des appartements du roi, les pièces traditionnelles des châteaux de cette époque. Une bibliothèque, une salle de réception et des chambres pour les invités. Une dizaine d'années plus tard, ces salles ont disparu des plans. En 1884, Louis II s'établit dans le palais. Il nomme Julius Hofmann comme architecte principal. C'est déjà le 3e depuis le début des travaux en 1869. Les plans, quant à eux, évoluent constamment. Nous avons dans nos archives plus de 2000 plans de Neuschwanstein, des plans de toutes les pièces du château, des plans de détail et aussi de très nombreuses variantes. Cela montre à quel point la phase de planification a été intense. Certaines idées ont été retenues, d'autres ont été rejetées. Mais le plus grand changement concerne la pièce maîtresse du palace, la salle du trône.
Cette pièce est le témoin parfait de l'ambition de Louis II, qui n'a jamais de limite et évolue constamment. Car à l'origine, elle ne devait pas ressembler à ça. Au départ, la salle du trône devait être une pièce relativement petite. Mais en 1878, Louis II souhaite qu'une partie beaucoup plus importante du bâtiment principal soit aménagée en salle de trône. L'architecte en chef lui répond alors par courrier, presque un peu désespéré. « Oui, c'est possible, mais tous les conduits et les encadrements de fenêtres ont déjà été posés, et il faut donc tout refaire. » Initialement une petite salle au 3e étage, elle prend progressivement la place des salles de réception des appartements royaux. Louis II n'avait pas prévu de faire une telle salle dès le départ. C'est au fil du temps que cette idée lui est venue, pour montrer son importance et aussi pour montrer qu'il est le roi. Il y a un dôme étoilé, un lustre qui ressemble à une couronne de souverain byzantin, et au sol, une mosaïque avec des animaux et des plantes. Autrement dit, le souverain, le roi, la couronne, le lustre relient le ciel, donc Dieu, avec la terre. Pour être à la hauteur de ses attentes et remplir sa fonction, la salle doit être impressionnante. Donc, quelques années plus tard, Louis II décide carrément d'établir sa salle du trône sur 2 étages. Il a alors fallu démolir des pièces déjà existantes et abattre des murs. Entre le 3e et le 4e étage, elle mesure 13 mètres de haut et s'étend sur 240 mètres carrés. Comme si la taille disproportionnée de la pièce ne suffisait pas, Louis II complique la conception en voulant la parer d'une gigantesque voûte. Si les techniques de construction habituelles de l'époque avaient été utilisées, le poids d'une structure en pierre aurait été trop important et tout aurait fini par s'écrouler. Pour alléger la structure, la pierre est remplacée par un matériau encore peu utilisé dans la construction, l'acier. Pour concevoir cette salle du trône, il fallait bien réfléchir. Où peut-on gagner du poids? Quels matériaux peuvent être utilisés? Et où? La salle du trône du château de Neuschwanstein est une salle qui est faite de différents matériaux. Mais c'est justement ce mélange qui fait la différence. On a réduit le poids partout où c'était possible. Même les colonnes, utilisées pour supporter les rangées d'arches qui entourent toute la salle du trône, ont été pensées pour peser le moins lourd possible. Si les visiteurs qui viennent dans cette salle du trône avaient une vision à rayon X, ils seraient surpris. Parce que les colonnes, aussi bien celles du bas que celles du haut, elles sont creuses en fait. Ce sont des tubes en fonte qui sont recouverts de scagliola, c'est-à-dire d'une imitation de marbre. Cela a permis d'en réduire le poids. Si ça avait été de vraies colonnes en marbre ou des colonnes en pierre, le poids aurait été beaucoup plus élevé. Il a fallu également trouver des solutions pour l'impressionnant dôme, conçu au final presque comme un décor de théâtre. 2 dômes étaient également prévus, qui à la fin ont été transformés en un grand dôme fait de fils et de treillis de fer. Cet élément architectural a bien évidemment eu des répercussions sur les étages supérieurs et inférieurs. Au point qu'il a fallu aussi renforcer la pièce du dessous. Un système fréquemment utilisé aujourd'hui est mis en place pour la première fois à Neuschwanstein. Des poutres d'acier en H. Ces poutres, c'était une nouvelle utilisation de l'acier pour l'époque. Et ils les ont fait bien plus grandes et épaisses que ce n'était nécessaire. Donc elles n'ont pas besoin d'être si larges par rapport à la taille de la salle du trône. Mais ainsi, ça lui permet d'être bien plus grande et plus solide que si ça n'avait pas été le cas.